là, je suis en compagnie d'Anthony, de Guillaume et de Sébastien. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Anthony, on vient juste d'assister à ta conférence. En quelques mots, comment est-ce que tu pourrais synthétiser tout ce que tu as déjà apporté pour faire un petit condensé? J'apporte finalement pas grand-chose parce que je ne suis pas chercheur, je ne suis pas scientifique de métier et j'ai pas découvert des choses que je vous révèle sur les effets des champs électromagnétiques. Par contre, j'ai une expérience sensible en tant qu'électro-hypersensible qui souffre des rayonnements électromagnétiques. J'ai, certainement du fait de mes études d'ingénieur, la capacité de lire de la publication, de la littérature scientifique qui me permet de comprendre les effets. Et j'ai le regret de dire qu'en fait, on sait déjà ce que ça fait depuis bien longtemps. On n'a pas besoin de chercheurs qui cherchent encore, on a besoin de lecteurs, on a besoin de gens qui lisent ce que ça fait. Et souvent, la littérature scientifique est un peu hermétique, difficile d'accès. Moi, mon travail, ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de rendre accessible, disponible des connaissances. Alors, en accessibilité, tu as écrit Suicide connecté. Ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Ton parcours? Je me sers de mon parcours, de mon histoire personnelle, de mon électro-hypersensibilité et d'ensuite ce combat que j'ai mené contre l'implantation d'une antenne relais à proximité de mon domicile. Je me sers de ce fil conducteur qui est un récit personnel pour révéler progressivement des informations au rythme auquel moi j'y ai eu accès, auquel je les ai découvertes, sur ce que font les champs électromagnétiques artificiels à l'ensemble de la population humaine sur Terre, pas que aux électro-hypersensibles. C'est pas très épais et c'est dans un vocabulaire que j'ai voulu volontairement très accessible sur un ton un peu léger comme dans mes conférences. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir le communiquer à un maximum de personnes. Par rapport au sujet donc, de l'hyper-électrosensibilité, comme on a vu à la conférence, on est tous concernés. Il n'y a pas de non concernés. Tout être humain, tout être vivant est concerné par cette fragilité, on va dire, même si elle est, comme tu l'as très bien expliqué, elle est présente depuis des siècles maintenant. Oui. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est des solutions. Parce que c'est bien beau de dire il y a telle problématique. On sait très bien aujourd'hui en 2024 qu'il est quasiment impossible, à moins d'une prise de conscience quasi mondiale dans l'absolu, de faire arrêter le processus. La machine est en route et elle est au triple galop. Et aujourd'hui, on est aussi là, on a une population qui, on ne peut pas dire, comme tu l'as très bien expliqué encore, l'information elle est accessible à tous. Il suffit d'avoir envie de la chercher. Et encore aujourd'hui, on entend « Ouais, moi, c'est rien. Mais moi, ça me fait rien. Mais c'est rien du tout. Oh, mais c'est utile. » Mais il y a toujours cet argument contraire. Le « mais ». Oui, mais c'est utile, mais il y en a besoin. On peut même croiser des professionnels de la santé alternative qui peuvent définir que « Ouais, mais c'est pas grave, on va trouver des barrières pour se protéger. » C'est toujours cette fameuse protection. On est sur un surinvestissement de l'outil technologique en règle générale. Aujourd'hui, on a l'information comme quoi il nous pollue dans notre organisme, mais pas que nous, en tant qu'humains, il pollue notre environnement, il pollue les animaux, il pollue l'eau, il pollue les végétaux. On a même réussi à polluer l'espace. En quelques centaines d'années, l'humain a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu as pu identifier des solutions? Alors, on revient sur comment se protéger. C'est la question qui revient tout le temps. Et en fait, souvent, derrière la question comment se protéger, les gens cherchent un gadget technologique qui va protéger du gadget technologique dangereux. Et c'est Einstein qui disait, alors je n'ai pas la citation exacte, mais on ne peut pas régler un problème avec le même mode de pensée qui a donné naissance au problème. Ça ne peut pas arriver. On ne peut pas inventer un outil technologique qui nous protège des mauvaises conséquences de l'usage d'un outil technologique. C'est pas possible. Et chaque solution technoscientiste à un problème créé par la technoscience va générer d'autres problèmes technoscientistes qui auront besoin d'autres solutions. Et on sera toujours dans une boulimie de la consommation de gadgets et de gadgets et de gadgets. Donc ça ne peut pas marcher. Donc on attend, et c'est pour ça que j'écris un livre, c'est pour ça que je fais des conférences, on attend une prise de conscience. Une prise de conscience pour qu'il y ait un mouvement collectif de boycott finalement, de réorganisation de notre mode de vie pour réussir à vivre sans être en permanence connecté à la Terre entière. Seule solution. C'est la seule solution. C'est d'être
d'accepter une certaine forme d'incertitude sur ce qu'on va vivre, parce que finalement c'est un peu le rêve prométhéen de pouvoir tout anticiper, tout maîtriser, tout gérer par ces outils qu'on a. Et qui ne sont même pas des outils d'ailleurs, comme je l'explique, qui sont des machines. Et c'est sémantiquement très différent. Maintenant, il faut rester lucide. Est-ce que demain, on va débrancher toutes les antennes et se passer de tous les gadgets qui s'y connectent? J'y crois pas. Pas demain. En tout cas, j'ai envie de nourrir l'espoir qu'un jour ce sera possible. Donc c'est pour ça que je continue de m'exprimer publiquement. Mais demain matin, non. Du coup, à court terme, même si ça prend du temps, il faut retravailler son hygiène électromagnétique. Déjà, enlever les pollutions qui sont chez soi, parce que la pollution, on accuse toujours l'antenne relais. Moi le premier, parce que je suis impacté aujourd'hui par une antenne relais. Mais souvent, la pollution, elle est volontaire. C'est pour ça que je l'ai appelé suicide connecté. C'est parce qu'on se suicide, on se met le polluant nous-mêmes. J'ai mesuré des smartphones avec un acoustimètre qui rayonnait bien plus fortement que l'antenne relais que je mesure même à 300 mètres de l'antenne relais. Parce qu'en fait, il y a une histoire de distance. Moi, j'habite à 800 mètres d'une antenne relais aujourd'hui qui m'impacte physiquement. Mais le smartphone de monsieur et madame tout le monde est à 8 mm de la peau. Si j'exagère, enfin peut-être que 8 mm c'est pas le bon chiffre, mais 800 mètres, 8 mm, ça permet d'avoir une échelle de grandeur. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est dangereux. Donc ceux qui veulent se protéger, il faut qu'ils travaillent sur leur hygiène électromagnétique. Il faut qu'ils conscientisent le côté addictif de cette technologie qui semble nous apporter du confort, mais qui en fait nous aliène d'une certaine manière. Et puis, à rebours du développement technologique, pour moi, il est évident qu'il faut aller vers un retour à la nature, à l'environnement naturel, parce que l'environnement naturel est plein de champs électromagnétiques naturels qui sont favorables à la vie, qui sont nécessaires à la vie, et qui favorisent la croissance des végétaux, par exemple. Et aujourd'hui, planter des arbres, c'est une véritable action militante contre le déploiement de toutes ces pollutions électromagnétiques qui nous environnent, parce que les arbres coupent véritablement les rayonnements. Donc, faire une barrière végétale entre une antenne et une habitation, c'est un véritable acte militant, c'est positif, c'est efficace. On n'est pas dans du sabotage, dans de la démolition, on est dans de la construction de quelque chose. Reprendre l'habitude de marcher pieds nus, on a tous des semelles en caoutchouc, là, en plastique. L'humain ne sort pas du ventre de sa mère avec du caoutchouc sous les pieds. Il sort pieds nus. Pas avec le smartphone. Et ni avec il y en a qui essaient. Les oreillettes Bluetooth, là, pas à la naissance. Donc marcher pieds nus pour être relié à la terre, se décharger du trop perçu d'une certaine manière, aujourd'hui c'est essentiel. C'est un chemin de reconquête de notre état naturel, qui est un état qui, à la base, était fait pour fonctionner dans l'environnement dans lequel on était. Alors, hyper-électrosensibilité, sensibilité aux ondes, etc., quelle que soit l'appellation, à la limite, c'est une étiquette de plus. Là, on parle beaucoup de connexion, mais il n'y a pas que ça, en fait, derrière, parce que c'est sûr que c'est plus facile de mettre en avant un outil qui est très récent, ces fameuses antennes qui ont proliféré entre 2020 et 2021. La période, tout le monde la connaît. Il y a aussi tout ce qui est ondes électromagnétiques déjà présentes et amplifiées. Les pylônes électriques qui sont amplifiés. On parle de connexion donc de ces antennes. Il y a aussi la fibre. La fibre amène une question que je n'ai pas évoquée en conférence d'ailleurs tout à l'heure et qui est intéressante, parce que la fibre est une technologie de télécommunication filaire, donc déjà bien mieux que par des ondes, qui elle ne rayonne pas d'ondes au niveau de la fibre. Le câble de cuivre qui nous apportait la DSL, lui, rayonne un champ électromagnétique autour du câble de cuivre. Mais la fibre, il n'y a aucun rayonnement qui sort de la fibre. Donc on devrait tous dire, et moi le premier, j'ai la fibre à la maison, la fibre c'est génial. C'est un accès haut débit au numérique sans impact biologique parce qu'il n'y a pas de rayonnement. Par contre, quand la fibre arrive sur une box qui, elle, est branchée à l'électricité et qui n'est pas reliée à la terre parce que les 4 box des 4 opérateurs ont une prise sans la broche de terre. Donc vous avez un rayonnement basse fréquence de la box. Ça, c'est dangereux pour la santé. Il faut la mettre à la terre, premièrement. Si vous avez le Wi-Fi activé dessus, ça ne sert à rien d'avoir la fibre, en fait, pour avoir du filaire sans ondes jusqu'à la maison pour se mettre les ondes dans la maison. C'est ce que j'appelle l'hygiène électromagnétique, c'est détecter et éliminer les polluants dans la maison. La fibre, la box fibre, on coupe le Wi-Fi, en plus elles ont un interrupteur dessus pour le couper, et on met un câble Ethernet comme ça se faisait avant. Quand vous êtes dans votre domicile, vous êtes dans un usage fixe.
Vous n'avez pas besoin d'usage mobile, vous n'avez pas besoin d'être connecté en mouvement. Vous êtes dans votre domicile. Que quand vous êtes en déplacement professionnel ou pour les vacances, pour n'importe quoi en fait, en déplacement, qu'un téléphone portable soit avec vous pour pouvoir appeler les secours ou je ne sais qui, parce que vous êtes en mobilité, là ça a du sens. Mais en statique, ça n'a aucun sens d'être pas en filaire en tout cas. Et au-delà de ça, les box fibres, de ce qu'on m'a expliqué, moi je n'ai pas pu le mesurer, elles sont équipées d'un répéteur 5G qui permet, le jour où la fibre est arrachée par un arbre qui tombe, d'être activée à distance pour vous donner du réseau Internet le temps que les travaux soient faits, par des ondes, par de la 5G. Mais ça veut dire que même tant qu'il y a de la fibre, il y a un répéteur qui de temps en temps dit est-ce qu'il y a besoin de moi ou pas. Donc, et puis la fibre amène une autre question, une question de cohérence. Je l'ai chez moi parce qu'il n'y avait plus d'ADSL. Donc si je voulais avoir une connexion Internet, j'avais pas d'autre choix, ou alors c'était la box 4G que je risquais pas de m'installer dans mon domicile. Mais aujourd'hui, la fibre est déployée, alors que ça fait 20 ans qu'on sait faire la fibre, elle est déployée aujourd'hui parce qu'elle est la technologie qui permet d'amener du très haut débit au pied des antennes relais, qui elles vont fournir ensuite en ondes du très haut débit. Ce qui veut dire qu'avec mon abonnement à presque 50 € par mois de fibre, je participe au financement du déploiement des antennes relais aujourd'hui. Alors que je fais des conférences et que j'écris un bouquin pour dire que c'est pas bien. Ça nous fait du mal. C'est toujours ce fameux consentement involontaire. C'est-à-dire pour faire quelque chose, on est obligé de donner son aval pour une chose qui est à l'inverse de nos valeurs et qui est à l'inverse de ce vers quoi on aspire à aller. C'est un peu, encore une fois, ce mécanisme dans lequel nous sommes tous. C'est jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir dépasser ces limites que l'on nous a déjà... Ça s'appelle un choix. Mais encore une fois, dans notre société aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut arriver à envisager un choix collectif, comme ça, collectif, arriver à être collectif à ce point, sachant que le mot collectif est encore plus ou moins un mot qui pourrait être utopiste, malheureusement. Oui, parce que tu auras toujours une partie de la population qui ne voudra pas et qui, tant qu'elle le pourra, voudra consommer du numérique. Maintenant, il y a vraiment... moi, je suis arrivé dans le Lot en 2019. Quand j'ai compris que j'étais électro-hypersensible en 2018 et que mon état de santé s'est dégradé grandement, j'ai quitté mon logement en Haute-Savoie. Je n'avais pas la possibilité d'avoir autre chose dans cette région-là. Donc, j'ai trouvé finalement un endroit parfait à l'époque dans le Lot. Et très rapidement, c'est pas forcément pour faire l'apologie du département du Lot, qui est un endroit magnifique, mais qui n'est peut-être pas le seul en France. Mais rapidement, on a vu une vague néo-rurale de, on va dire, 2015 jusqu'à encore aujourd'hui. On a plein de gens et beaucoup de jeunes qui arrivent avec une vraie volonté de retour à une certaine vie, peut-être pas communautaire, mais en collectivité, vie à la campagne. Et en fait, ce qui est important, c'est de réussir à faire que ces gens-là se rencontrent, fassent des choses ensemble sans passer par l'outil numérique, sans avoir besoin d'un fil Telegram ou de je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a tellement d'événements aujourd'hui qui ne se font plus que par j'ai envoyé un message sur les réseaux. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin de redevenir humain avec une vraie connexion d'humain. Et en fait, c'est même pas une connexion, c'est une reliance. Oui, parce que c'est encore dans notre vocabulaire. Tout dans notre vocabulaire est numérisé. On nous a connectés et en fait, il faut se déconnecter et pour ne pas vivre tout seul comme un ermite, il faut se relier. Il faut avoir des relations. On disait pas j'ai une connexion avec Daniel, j'ai rencontré Daniel, j'ai une connexion avec Daniel. Voilà. J'ai une relation avec Daniel parce qu'on a discuté, on s'est rencontrés, on a échangé et donc on a mis en place une relation. Et donc aujourd'hui, les gens ont besoin de se relier pour que localement, il y ait un tissu vivant, un tissu humain qui réussisse à vivre, à échanger en se passant le plus possible de ça. Parce que l'arme qui est à notre portée, c'est le boycott. Aujourd'hui, il y a encore une croissance en France des utilisateurs de numérique. C'est encore en train d'augmenter. Et ça ne fait que augmenter. Donc, on a besoin d'inverser la machine et d'aller sur plutôt une décroissance de la consommation numérique, une décroissance de l'électrification et de la consommation d'électricité, parce que ça nous est vendu comme un vecteur de progrès et de décarbonation et
voilà. Ce que tu disais lors de la conférence. C'est fait pour soi-disant sauver la planète par rapport au péril climatique. Et en fait, quand on analyse la chose, même avec le prisme climatique de la dégradation de l'environnement par l'humain, en fait, numériser, c'est une aggravation. C'est pire. Parce qu'on consomme énormément de pétrole, parce qu'on consomme énormément d'électricité qui, elle aussi, nécessite beaucoup de charbon, de pétrole. Enfin, la ville intelligente, la voiture autonome, la maison connectée, avec juste du panneau photovoltaïque et de l'éolienne, ça ne marchera pas, ça n'est pas possible. Et quand bien même, ce n'est pas du tout souhaitable de raser les forêts pour mettre des champs de panneaux photovoltaïques. Les panneaux de lithium, ça n'a jamais nourri personne. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc tout ça c'est important. Mais on va voir en face, j'appuie sur le mais parce qu'on a toujours les arguments contraires. Mais oui, les fameux arguments économiques. Parce que dans tout ça, les arguments économiques, ils sont où? Mais ça rend heureux qui l'économie? À quel moment l'économie c'est un argument pertinent? Je veux dire, aujourd'hui, on a un logiciel au niveau des dirigeants politiques, médiatiques, économiques, qui est un logiciel qui date de la fin du 19e siècle, de la pleine expansion de l'ère industrielle. Et il s'agirait de se réveiller, on est en 2024. Ce délire de l'homme qui va tout maîtriser, qui va tout contrôler, qui va tout transformer, l'homme prométhéen, on sait prédire que ça va nous emmener dans une impasse terrible. Donc à un moment donné, l'économie, la croissance, on s'en fout de la croissance. Il nous faudrait la croissance du bien-être, la croissance de la joie de vivre, la croissance de la capacité à vivre à la campagne sans avoir besoin de faire des kilomètres de bagnole. Parce qu'aujourd'hui, on maille le territoire du Lot en antenne relais, mais on ne maille pas le territoire du Lot en maraîchage, par exemple. On a uniquement une seule production à un endroit et une seule production à un autre endroit. Et du coup, ça veut dire qu'on est sans cesse obligé de faire des déplacements longs pour accéder à ne serait-ce qu'une nourriture variée, riche et variée. Moi, je suis sur un territoire où il y a énormément d'élevage de vaches. Les éleveurs produisent une très bonne viande, c'est super, c'est génial, mais ils la tuent et transforment même pas eux-mêmes. Donc ça veut dire que sur la commune, on a des vaches partout, on n'a même pas de viande. On ne peut même pas consommer de viande, il faut aller l'acheter en boucherie plus loin, il n'y en a pas sur la commune. Et puis il n'y a pas de production de légumes, il n'y a pas de fruits, on ne mange pas que de la viande. Et alors qu'en fait, on est en capacité de vivre. Il y en a qui n'en mangent pas non plus. Il y en a qui n'en mangent pas du tout en plus. Mais on est sur un territoire qui est en capacité en plus de fournir des fruits et des légumes. C'est cette polyculture, cette polyvalence, voilà, on est devenu une humanité hors sol. Et tout ce développement économique nous emmène de plus en plus loin, de plus en plus éloigné de notre nature première. Et moi, mon message, c'est de revenir, pas en arrière, de revenir à la réalité de la matière et de la nature. Dans le concret, là, on est dans le concret. Il y a le marché sur la place de Cajar. On sort, on leur dit, on revient dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? En face, c'est toujours ça, c'est que la personne en face va s'attendre à. Non, mais je vais faire mon autocritique. J'essaye de manger bio et local. Alors bio quasi exclusivement, local. On est dans ma famille des bons consommateurs de fruits. On est sur un territoire où en hiver, à part les pommes et les poires, des kiwis qu'on peut conserver, on n'a pas beaucoup de fruits. On mange des bananes, on mange des agrumes. Alors les agrumes peuvent venir d'Espagne, les bananes, même en Espagne, ça ne pousse pas. Déjà ça, c'est pas cohérent. Déjà, alors je fais mon autocritique, c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, c'est déjà mon autocritique. Et donc le concret, c'est de se dire, si demain tout s'arrête, parce qu'on est dans une machine qui nous mène dans un mur, dans une impasse, comme je disais tout à l'heure, et le risque, on est dans un mode de vie qui est extrêmement peu résilient, de moins en moins résilient. Et plus on va numériser, moins on aura de résilience. Donc ça veut dire plus on s'expose à un risque de rupture de chaîne complète. Rupture de chaîne, ça veut dire s'il y a un blackout, on ne peut plus faire le plein à la station-service parce que de toute façon, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pompe à essence. On ne peut plus payer à la caisse, donc il n'y a plus aucun magasin ouvert. Donc en fait, on devrait massivement se remettre à consommer bio, ça c'est une conviction personnelle, locale,
Et ça veut dire aller faire les courses au marché plutôt qu'au supermarché. Au marché, en achetant des fruits qui poussent ici plutôt que des bananes qui viennent de l'autre bout de la planète, en achetant la viande qui est à côté. Il faut se remettre dans la réalité de son territoire. En fait, quand tu habites dans le Lot, tu as la possibilité de consommer uniquement des produits qui viennent du Lot toute l'année, sans être en danger, en péril. C'est chercher sa consommation énergétique à la rapprocher. Moi, j'ai fait cette démarche d'être autonome en énergie. Je n'ai plus de facture d'électricité parce que je suis autonome. Alors, à la fois, je me suis sorti du réseau parce qu'avec le Linky et tous les trucs qui sont balancés sur le réseau électrique, je voulais être indépendant de ça. Mais ça m'a forcé à me dire, mais d'accord, je consomme quelle quantité d'électricité parce que je ne vais pas me mettre 1 hectare de panneaux photovoltaïques pour pouvoir consommer toute l'année comme un imbécile. Et l'hiver, quand il fait gris pendant 3 semaines, j'ai pas beaucoup de courant. Mais du coup, est-ce que ma vie s'arrête? Est-ce que j'appelle Enedis au secours, remettez-moi un petit compteur provisoire pour charger mes batteries? Non, c'est une vraie question de responsabilité. En fait, plutôt que de culpabiliser les gens, il faut aller chercher à responsabiliser et dire je suis responsable de ce que je consomme, donc de la production qui permet la consommation et des déchets qui en résultent. Et quand on a remis ça dans son chez soi ou proche de chez soi, en fait, le monde peut s'effondrer, il peut se passer n'importe quoi, ça n'a plus d'importance. En fait, on a trouvé une résilience. Alors, résilience, j'entends dans la démarche. C'est vrai que tu l'as cité, on est dans le Lot, on est quand même dans une zone assez rurale, qui l'est peut-être de moins en moins avec les nouvelles technologies. Et par ce biais rural, les exploitants agricoles sont très bien équipés. On voit des monochamps fleurir partout, c'est plus des parcelles, c'est des monochamps. Donc des véhicules adaptés, des tracteurs, des moissonneuses, etc. Je n'ai pas toutes les appellations, de plus en plus adaptés, donc de plus en plus conséquents. Un confort équivalent à un avion première classe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, on est sur des acteurs locaux à qui on a vendu finalement. On leur a vendu du rêve. Voilà. Et on les a isolés parce qu'aujourd'hui, ils sont tout seuls. Moi, mon travail, une grosse partie de mon travail, c'est de faire de l'isolation en bottes de paille, aujourd'hui, ce qui me fait vivre, ce qui me nourrit. Donc, je fais de l'isolation avec des petites bottes rectangulaires qu'on doit ramasser à la main. Enfin, non, il y en a qui ont des chargeuses qui viennent ramasser dans le champ, mais quand j'ai été voir des agriculteurs pour leur dire il faut qu'on fasse des bottes rectangulaires, moi j'ai des chantiers, j'en ai besoin pour moi, pour tel client, il faut qu'on produise. On m'a mis face à la réalité, oui, mais, encore une fois, quand je fais des balles rondes, pour une balle ronde, j'ai 30 petites bottes carrées, donc j'ai 30 fois moins d'opérations pour ramasser la paille. Et pour ramasser les balles rondes, je suis dans mon tracteur climatisé avec la radio, voire la télé, et je ne fais pas d'effort physique. Alors que je me suis fait plusieurs étés à ramasser les bottes de paille à la main, à remplir des remorques de tracteurs à la main. Et bien en fait, l'agriculteur tout seul, le confort dans lequel on l'a installé, il ne peut pas en sortir tout seul. Parce qu'à l'époque où il n'y avait pas ce confort-là, ils étaient plusieurs familles à travailler dehors. Et en fait, c'est là que moi je parle de retour à la vie collective, voire même communautaire. C'est que quand on est 5 à ramasser les bottes de paille, en fait, c'est fait rapidement, ça se fait à la main, et c'est pas si pénible que ça, en fait, on passe un bon moment. Et il y a plein de choses comme ça qui pourraient être faites, mais ça veut dire que, en fait, tous les secteurs de la société sont obligés de se remettre en question. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui espèrent que la 5G va leur fournir des tracteurs autonomes pour qu'ils aient même plus besoin d'aller dans le pré. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont tout seuls dans un tracteur climatisé. Demain, ils envisagent qu'il n'y aura plus personne. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant l'analyse sur l'agriculteur entre le fait que l'absence de tracteurs, l'arrivée des premiers tracteurs, les tracteurs d'aujourd'hui qui sont ultra confort, et peut-être demain des tracteurs connectés via la 5G ou je ne sais pas quelle autre ânerie, en fait, ça nous montre que progressivement, on a éliminé les humains de la production agricole. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que tous les secteurs de notre vie, toute la société est en train de se déshumaniser par l'arrivée de la technologie croissante. Donc on retire de l'humain partout. Et moi, mon leitmotiv, en fait, c'est d'une certaine manière, j'ai la conscience d'avoir remplacé des humains par des machines pendant mes 5 petites années de carrière d'ingénieur. Et aujourd'hui, j'essaye de remplacer des machines par des humains partout où je passe. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir favoriser ce message aussi et de pouvoir le diffuser un maximum parce qu'on ne peut pas penser pour l'autre,
Par contre, on peut transmettre l'information le plus possible. Je te remercie infiniment. À côté de nous, Guillaume Bousquière. Oui. Alors, Guillaume, tu es là en collaboration avec Anthony, mais tu es aussi co-auteur avec Sébastien Yoza, je l'ai bien prononcé, j'espère, Yodia. Tout à fait. Du livre Covid-19, le narratif à l'épreuve du microscope. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, le sujet est vaste, le sujet est tabou en France, en tout cas. Mais avec Sébastien, qui est infirmier et laborantin, et moi qui suis naturopathe, on a mené des travaux pendant à peu près 3 ans sur les injections anti-Covid, que les médias mainstream appellent vaccins, mais qui ne sont absolument pas des vaccins selon nous. Et donc ces vaccins anti-Covid, on les a regardés nous de 3 manières. Enfin, de 3 manières. On a regardé au microscope les injections pures, ensuite les injections mélangées à du sang non vacciné dans ce qu'on appelle in vitro, donc dans un flacon. Et enfin, on a regardé in vivo, c'est-à-dire chez les gens vaccinés comparé à des gens non vaccinés, et vaccinés comparé à ce qu'on avait observé in vitro. Et du coup, toutes ces observations-là nous a permis de faire 3 films qui s'appellent NextDose, qu'on a publié sur Internet et sur notre site nextdose.fr. Et en fait, on a montré des effets biologiques d'un côté, avec des fusions cellulaires au niveau de certains types de globules blancs, donc le système immunitaire. Il faut savoir qu'à la base, les cellules se divisent, elles ne fusionnent jamais dans le corps. Donc on a observé des fusions cellulaires qu'on appelle des syncytiums. Et on a observé aussi des explosions de cellules qu'on appelle des nétoses. Et ça, ce sont des effets biologiques bien observables très rapidement après l'injection. Donc ce qui pose un gros problème. Au lieu d'augmenter, si vous voulez, le système immunitaire, on a vu que ça détruisait une partie du système immunitaire, le système immunitaire inné. D'accord ? Donc c'est celui qui est le plus important dans le corps humain. Avant de développer des anticorps au bout de plusieurs jours, on va d'abord utiliser le système immunitaire inné. Et c'est celui-là qui est attaqué par ces fameux vaccins anti-Covid. Donc ça pose un très gros souci selon nous. Ensuite, on a divers éléments un peu atypiques qu'on retrouve autant dans les flacons purs que dans le sang de personnes plutôt vaccinées, qui sont des sortes de filaments ou parfois des fragments un petit peu, on va dire, en forme d'éclat de verre. Donc on a différents polluants qu'on retrouve dans le sang. Parfois ces filaments sont très très longs, extrêmement transparents, et selon les travaux de pas mal de chercheurs dans le monde, ça serait assimilable à du graphène. Le graphène étant absolument interdit aujourd'hui à la commercialisation dans le milieu biomédical. On l'utilise beaucoup dans l'industrie, si vous voulez, mais pas en tout cas dans le milieu médical, et en tout cas, c'est pas dans la composition officielle de ces vaccins. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'on peut observer au niveau biologique, au niveau sanguin. C'est quelque chose d'assez surprenant et d'assez grave pour nous. On considère que l'Agence européenne des médicaments, mais aussi l'ANSM en France, l'Agence de santé et du médicament en France, aurait dû voir à minima ces éléments-là avant de donner l'autorisation de mise sur le marché de ces fameux vaccins. C'est impossible qu'ils soient passés à côté, selon nous, parce qu'en fait, en 1 heure et quart, on a vu ces éléments. D'autre part, la deuxième chose, c'est qu'on a repéré divers éléments qui nous ont permis de détecter la présence de microtechnologies dans ces vaccins. Et donc là, effectivement, quand on parle de microtechnologie, on nous traite tout de suite de fou. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qu'on nous donne comme information, on parle toujours du fameux grain de riz pour nous parler d'une puce sous-cutanée. Mais le grain de riz, la puce sous-cutanée existe depuis déjà plus de 25 ans. Et elle a une taille millimétrique. Elle a une taille millimétrique. Ce qu'on observe aujourd'hui, nous, dans les fameux vaccins, c'est des éléments qui sont de l'ordre de taille du micromètre. Donc le micromètre, c'est ce qu'on observe nous au microscope. Donc on a des éléments qui sont à peu près de la taille d'une cellule, d'un globule rouge par exemple, des fois un petit peu plus gros, et qui font penser à de la microtechnologie. Nous, on l'a observé au microscope optique, donc à x1000,
Et puis quand on a fait tout un tas d'autres travaux et d'autres recherches en fait, sur ces éléments de microtechnologie, on a confié certains flacons, certains éléments biologiques de sang de personnes vaccinées à des personnes expertes dans le domaine et qui avaient des outils beaucoup plus puissants que nous. Il s'agit en fait d'un microscope électronique à balayage. Donc là, c'est un microscope bien plus conséquent que nous. Et ça a permis de caractériser effectivement des micro-puces et des micro-antennes. Ce que vous pouvez voir par exemple sur la première page en bas. Là des puces et là des antennes. Ces éléments-là, nous on les a très rapidement interprétés comme étant de la microtechnologie. Ça n'a absolument rien à faire dans le sang des patients vaccinés. C'est absolument pas décrit dans les étiquettes des vaccins. Et pour nous, il s'agit d'un puçage généralisé, avec du coup un traçage des personnes. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'on observe vraiment directement, soit dans les flacons, soit dans le sang des personnes vaccinées. Au-delà de ça, pour confirmer qu'il s'agit bien de microtechnologie, on a d'autres outils. Et ces outils-là, ça a été, par exemple, testé avec un outil qui nous permet de récupérer les données informatiques, de tester si on a effectivement un signal qui apparaît. Et donc, il y a eu déjà tout un tas de choses qui ont été révélées dans le monde, notamment les fameuses adresses MAC. Les adresses MAC, en fait, il s'agit d'un numéro d'identification unique d'un objet connecté. C'est comme ça qu'on le définit. Et nous, on a repéré très rapidement, en fait, une multiplication des adresses MAC dans la population générale, en présence de personnes vaccinées. Et on a surtout, ce qui est très intéressant, jamais observé d'adresse MAC chez une personne non vaccinée avec un vaccin anti-Covid. Donc ça pose une question. Ça veut dire qu'en fait, on a bien un signal qui génère une identification numérique unique à chaque personne vaccinée. Ça, à l'époque, on parlait des objets connectés. Aujourd'hui, on est sur l'IoBNT, c'est-à-dire l'Internet of Bionanothings, l'Internet des objets connectés, des petits objets connectés, c'est-à-dire l'Internet des corps, en fait. Et ça, c'est le but de la 6G, qui doit être déployée en 2030. Le transhumanisme. Le début du transhumanisme. Relier l'homme à la machine. Nos travaux prouvent qu'en fait, ils ont déjà commencé à déployer cette technologie, sans rien y dire à personne, ce qui est absolument interdit par toutes les conventions internationales, conventions d'Oviedo et d'autres. Et on a plein de preuves. Là, c'est un élément, l'adresse MAC, mais il y a aussi plein d'autres éléments. Un tissu humain ne génère pas de champ électromagnétique très important. On reste sur vraiment, on va dire, on génère un champ électromagnétique, mais de basse fréquence. Et d'une intensité de 2-3 volts à quelques dizaines de centimètres. Comment de 2-3 volts par mètre. Comment il est mesuré? Avec un acoustimètre qui mesure le rayonnement d'un câble électrique, par exemple, en basse fréquence. Eh bien, en pointant cet acoustimètre, cet appareil de mesure sur un être humain que je vais qualifier de naturel, parce que c'est là que nos travaux finalement convergent d'une façon pas prévue initialement, c'est que effectivement, moi j'ai fait aussi des mesures de mon côté. Un humain non injecté Covid-19 rayonne entre 1 et 3 volts par mètre à 15-20 cm de son corps. Alors que des personnes injectées, moi je n'ai pas la possibilité de voir cette microtechnologie parce que je n'ai pas de microscope et que je n'ai pas fait le travail qu'ils ont fait eux, mais je mesure un champ basse fréquence qui peut monter jusqu'à 250 volts par mètre, à 15 cm. Ce qui veut dire que l'humain devient un objet connecté. Et moi, en tant qu'électro-hypersensible, il émet des ondes, et moi, en tant qu'électro-hypersensible, j'ai un ressenti désagréable en présence de certaines personnes. Et il a fallu que je passe par la mesure physique pour comprendre pourquoi je n'étais pas bien à côté de certaines personnes alors que je leur avais fait éteindre leur téléphone portable. Et malgré tout, ça n'allait pas. Et c'est là que la mesure physique est arrivée, et j'ai tout de suite pensé, moi, à des hautes fréquences, parce que j'avais vu leurs travaux sur les adresses MAC, qui donc génèrent un signal Bluetooth de temps en temps. Et j'ai rien mesuré de tel pour l'instant, en tout cas. J'ai pas fait de mesure assez prolongée pour le voir. Par contre, en basse fréquence, c'est permanent, c'est tout le temps. Ce qui fait mon inconfort. Et ce qui fait donc un questionnement commun, qui est de dire quelle est la finalité de cette expérience. Quel est l'objectif? Alors, en plus de ce champ électromagnétique qu'on observe très facilement, du coup, là pour le coup, c'est très facile d'avoir un outil
qui permet de tester une personne, de voir son champ électromagnétique s'il est perturbé ou pas. Et en plus de ça, on peut aussi voir qu'il y a des radiofréquences qui sont émises. Donc en fait, les radiofréquences nous montrent qu'il y a des données, des 1 et des 0, comme on disait dans sa conférence tout à l'heure. Donc il y a bien des données qui sont transmises et qui sont soit transmises à l'extérieur du corps, soit transmises à l'intérieur du corps. En fait, de toute façon, quand on est un objet connecté, ça va dans les deux sens obligatoirement. Il y a l'émission et la réception. Il y a l'émission et la réception. Donc là, on constate, nous, un champ électromagnétique perturbé, très perturbé, et en plus, ces fameuses communications par ondes radio. Donc là, ça pose de graves questions. Ce sont des travaux encore préliminaires qui restent à, non pas à confirmer, mais à explorer pour un peu mieux comprendre le fonctionnement. Sauf que on est sur de la très très haute technologie et qu'il y a surtout une omerta totale dans les médias, dans les politiques, parce que nous, on a envoyé beaucoup de livres et de vidéos à des hommes politiques, à des scientifiques très connus en France, qui nous ont tous non répondu. Aucun n'a voulu répondre à nos requêtes, quels que soient les scientifiques, y compris à la Commission européenne. Et à la Commission européenne, il y a une commission Covid qui existe, qui est très intéressante, qui a révélé beaucoup de choses, notamment sur les, on va dire, les problématiques autour des contrats. Sauf que maintenant, ils sont au courant de nos travaux, depuis plus d'un an. Donc le problème, c'est qu'entre-temps, parmi les membres de la commission Covid, qui étaient au courant, il y avait Michel Rivasi. Michel Rivasi, depuis cet hiver, malheureusement, nous a quittés. Donc étrange coïncidence, là aussi, il y a des personnes qui ont on va dire une possibilité de communiquer et en tout cas d'engendrer diverses actions, notamment d'enquête préliminaire, éventuellement demander un moratoire sur ces vaccins anti-Covid parce qu'on a un danger grave et imminent pour la population. On a identifié, selon nous, des éléments très graves, très lourds de conséquences à l'échelle de la population globale européenne. Il est urgent que certains politiques mouillent leur chemise pour pouvoir prendre des actions, prendre des décisions et demander un moratoire pour arrêter ces vaccins qui continuent toujours aujourd'hui. Le Covid est peut-être terminé, entre guillemets, dans les médias, plus ou moins selon les périodes, mais les vaccins continuent. Cet hiver, je vous rappelle, c'était 2 doses. Une dose à l'automne, une dose au printemps. Sans compter la vaccination de grippe, Sans compter la vaccination de grippe, etc. Mais ça encore, on va dire, c'est autre chose. Les vaccins classiques, pour nous, jusqu'à présent, tant qu'ils ne sont pas sur des nouvelles plateformes vaccinales comme les vaccins à ARN messager ou les vaccins à ADN recombinant, parce qu'on avait 2 types de vaccins avec les vaccins anti-Covid, cela nous pose de sérieux problèmes parce qu'on a observé chez les 4 vaccins autorisés en Europe, maintenant il y en a un petit peu plus, enfin il y en a eu plus et moins, on va dire AstraZeneca et Johnson & Johnson, on n'entend plus parler. En tout cas, dans tous ces vaccins-là, on a observé ces fameuses problématiques au niveau microbiologique, au niveau du système immunitaire notamment, et ces fameuses problématiques au niveau de tout ce qui est microtechnologie. On l'a observé aujourd'hui confirmé sur des vaccins à ARN messager. Tout le monde est au courant, personne ne va en parler. Si vous voulez, nos travaux, que ce soit les fusions cellulaires et les nétoses qu'on ne voit pas là, on a demandé à des personnes qui avaient des symptômes, des effets indésirables graves, qui avaient déjà fait leur dossier, de remonter à la pharmacovigilance pour déclarer leurs symptômes, de demander à leur médecin traitant de faire une ordonnance pour qu'ils reproduisent nos travaux. C'est-à-dire que le médecin faisait une ordonnance en disant « je souhaite que mon patient un tel fasse une observation de sang frais et une observation de frottis sanguin, c'est-à-dire un sang séché et coloré, pour observer les éléments que nous, on a définis. Le problème, c'est que sur la quinzaine de patients qui ont réussi à avoir une ordonnance, 100% des labos ont refusé de faire l'observation et l'interprétation. 100% des labos ont refusé. Le seul labo qui a entre guillemets accepté, c'était donc je ne le citerai pas aujourd'hui, mais c'était dans un hôpital. Il le ferait uniquement sur décision judiciaire.
Donc nous, on a tout ce qu'il faut pour amener des preuves à la justice, mais encore faudrait-il que les laboratoires fassent leur travail. Et aujourd'hui, tous les laboratoires refusent de faire ce travail-là. Donc c'est très complexe. Donc pour comprendre, trouver des solutions, il faut savoir et définir vraiment quelle est la problématique. Donc qui confirment nos travaux, qui les interprètent, les vrais scientifiques, qui enfin interprètent et reconnaissent la problématique, c'est-à-dire les fusions cellulaires, les syncytiums, mais aussi les nétoses, mais aussi probablement la diffusion de graphène ou d'éléments, si ce n'est pas du graphène, en tout cas d'éléments très étrangers, de corps étrangers, en tout cas qu'on retrouve dans la quasi-totalité du sang de personnes injectées. Sans parler de toute la microtechnologie, déjà, rien qu'au niveau des éléments biologiques, il y a beaucoup de choses à dire. Et une fois qu'on a à peu près défini quelle est la problématique, là, il peut y avoir des personnes qui vont travailler sur des solutions. D'accord ? C'est déjà accepter la problématique. Mais bien sûr, il faut déjà qu'il y ait une acceptation et une validation, une confirmation de cette problématique. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, de source sûre, qu'il y a des dizaines de personnes qui travaillent sur des protocoles, qui ont entendu notre message et qui, même dès le début, sans forcément connaître nos travaux, travaillaient déjà sur des protocoles. D'accord ? Le problème, c'est qu'on est là sur des tout petits groupes qui travaillent un petit peu à l'aveugle et qui font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ont des moyens très très faibles et des poules, on va dire, de personnes impactées et volontaires et surtout qui ont une envie d'apporter leur pierre à l'édifice et de suivre un protocole, des fois sur 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Et ces personnes-là, elles sont quand même très peu nombreuses et il faudrait là aussi être nombreux pour pouvoir observer le sang avant, pendant et après le protocole, pour savoir s'il fonctionne ou pas. Par rapport justement à ces prises de conscience via microscope, est-ce qu'il est nécessaire, dans le recul de l'observation scientifique, de passer par 1, 2, 3 plus doses pour avoir un constat, ou dès la première dose, le constat est visible? J'aurais aimé vous dire qu'il fallait au moins 3 ou 4 doses pour avoir déjà quelque chose de visible. Nous, on a fait des observations de sang de personnes qui avaient entre 1 dose et 4 doses. Je sais de source sûre qu'il y a des patients qui ont 8 doses, peut-être même plus. Donc ça me semble déjà délirant. Mais bon, un vaccin, quand il fonctionne, on fait 1 dose, éventuellement 1 seconde est terminée. Mais bon, voilà. Là, il y a des personnes qui sont déjà entre 5 et 8 doses. Dans ce que nous, on a observé, on a même une personne qui a fait, on va dire, quelque part une demi-dose. C'est-à-dire il a commencé à se faire vacciner, il a senti son bras lui brûler, il a retiré brusquement son bras et il est parti. Il n'a jamais fait d'autres doses. Donc voilà, entre 1 et 4 doses, on a observé systématiquement des problématiques au niveau du système immunitaire, des globules blancs. D'accord ? La seule personne où on a vu un sang qui était à peu près normal, qui nous semblait normal, mais après, avec du recul, on a dit quand même qu'il y avait 2-3 petites choses qui nous montraient qu'il y avait quand même des petits soucis, quoi, mais très légers. En tout cas, c'était très peu perceptible. La seule personne qui nous semblait avoir été non vaccinée, c'était une personne qui avait fait de la chimiothérapie, mais qui en a été avec plus de 40 chimiothérapies. Donc un patient très très lourd. Et effectivement, on pourrait, enfin radiothérapie et chimiothérapie. On pourrait penser qu'effectivement, il y aurait des protocoles ou des choses qui permettraient d'éliminer des cellules anormales. Parce que ce qu'on observe, c'est ça en fait. Hein. Les cellules qui ont fusionné, c'est une cellule anormale. Et donc la chimiothérapie va éliminer les cellules anormales, en même temps qu'elles éliminent aussi des cellules saines. Hein. Mais c'est la seule personne, le seul cas où on a observé un sang qui nous semblait à peu près normal. Donc après, il y a un effet de dose quand même. Hein. On va dire que 1 ou 2 doses, c'est pareil. Voilà, il y a des éléments étranges et on voit tout de suite, nous, en quelques secondes, voire en 2-3 minutes, on observe, on sait si la personne a été vaccinée ou pas. Et à partir de 3 et 4 doses, là, on voit quand même un sang très, très, très modifié. Et pour vous dire, à tel point que nous, parfois, on a l'impression qu'il faudrait refaire la classification des cellules. C'est assez dingue. Ben, par exemple, il y a Catherine, qui fait partie du collectif de Martine Bonner, Ensemble pour les libertés, qui est venue à la maison et elle n'avait pas de symptômes, ça allait bien. Et puis, on a regardé son sang au microscope,
effectivement, on avait quand même pas mal d'éléments étranges. Donc ça a assez perturbé et on a constaté que chez beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément de symptômes, les mêmes phénomènes de fusion cellulaire, c'est-à-dire de syncytium, de nétose et de filaments plus ou moins longs selon les personnes. Voilà, avec un champ électromagnétique perturbé, pas chez tout le monde, mais chez une majorité de patients. Et ce qu'on appelle les adresses MAC, donc l'identification. Voilà. Alors on va revenir sur les mots. Quand tu dis champ électrique individuel perturbé, ce serait quoi? C'est-à-dire, au lieu d'avoir un champ, comme disait Anthony tout à l'heure, à 1 à 3 volts par mètre chez une personne lambda, chez un humain normal, vous pouvez prendre un chat ou un chien, ce sera pareil d'ailleurs. Le vivant ne génère pas un champ électromagnétique très important. Chez une personne vaccinée, on monte assez facilement à 15 ou 20 volts par mètre. On a observé plusieurs fois du 50 à 70 volts par mètre. Et Anthony nous a mesuré avec du matériel un peu plus pro que ce que nous on peut avoir, des personnes chez qui ça montait jusqu'à 270 volts par mètre. À 15 cm. Donc là, ce sont des multirécidivistes de la vaccination ou pas forcément. 2-3 doses. 2-3 doses maximum. Donc il y a peut-être aussi une transformation génétique en fonction peut-être de l'état de la personne, du son peut-être de la personne. Alors c'est possible que qu'il y ait des terrains plus favorables que d'autres parce que qu'est-ce qui fait la différence objective entre un électro-hypersensible et un électro-sensible normal, c'est-à-dire un humain normalement constitué qui ne ressent pas d'effet des champs électromagnétiques mais qui pourra développer des pathologies. Souvent, ce qu'on constate, c'est du stockage de métaux lourds ou de certains cristaux qui sont nettement plus conducteurs que les éléments contenus naturellement dans le corps humain. Et en fait, souvent l'électro-hypersensible est pollué aux terres rares ou aux métaux lourds, qui fait qu'il va être beaucoup plus antenne. Donc j'imagine, et là c'est juste une hypothèse, j'imagine que quelqu'un qui aussi est plus pollué à la base, avant la vaccination Covid, par des métaux lourds ou par des terres rares ou d'autres polluants, va réagir plus fortement ou différemment en tout cas avec cette injection qui vient perturber son champ électromagnétique, son champ électrique naturel. D'accord. Donc on a un effet d'amplification qui dépend de la personne, mais aujourd'hui, moi j'ai dû faire, une dizaine, entre 10 et 15 mesures. Vous, je ne sais pas sur combien de personnes vous en avez fait, mais pas des centaines. Pas des centaines, voilà. Des dizaines, mais pas des centaines. Aujourd'hui, on est quelques électrons libres avec très peu de moyens à faire quelques mesures, alors qu'on a une armée de chercheurs, de scientifiques qui devraient être mobilisés pour mener des études sérieuses là-dessus. Et ce que rencontrent comme difficulté Guillaume et Sébastien, c'est que les gens qui ont les moyens de faire de la recherche et à qui on a transmis les informations ne se mettent pas à faire de la recherche là-dessus. Autant sur les effets des ondes, j'arrête pas de dire arrêtez de chercher, on a déjà tout trouvé, il suffit de lire la littérature scientifique, on a des milliers d'études. Et autant là-dessus, c'est quelque chose de tout nouveau. En fait, cette injection, ça date de 2021, le début de la vaccination. Et du coup, on a un phénomène qui est nouveau, on a des gens qui nous alertent, on a des citoyens lambda qui font des constats et des mesures. Et là, on a besoin de chercheurs. Là, on a besoin de faire de la recherche. Mais la recherche n'est pas engagée. Donc nous, sur la base de quelques dizaines de mesures, on a vu des choses inquiétantes, mais ce n'est pas suffisant pour définir un profil de qui va rayonner à 270 ou à 70. J'invite chacun vraiment à pouvoir, avec discernement, se poser les bonnes questions aussi, parce que c'est déjà le premier pas vers une démarche, que ce soit personnelle ou collective, encore une fois. Tout à fait. On arrive un petit peu au terme de tout cet échange-là, qui est très riche et très intéressant. Anthony, j'ai une dernière question et après je vous libère tous les deux, promis. Nous aussi on a de la route. Voiture électrique. Non-sens écologique. C'est tout ? Non. Mais déjà c'est beaucoup parce que c'est vendu comme étant un outil pour dépolluer ou polluer moins. La voiture électrique ne pollue pas au pot d'échappement, vu qu'elle n'a pas d'émission de gaz, mais en fait elle a pollué vraiment beaucoup plus à sa fabrication
elle pollue à la fabrication et à la transmission de l'électricité, et elle polluera beaucoup plus au recyclage des batteries ou au stockage des déchets de batteries inutilisables. Donc c'est un non-sens écologique. Après, je suis déjà suffisamment impacté dans mon corps par l'antenne relais voisine et du coup par tout cet environnement qui s'intensifie en électrification pour m'amuser à aller dans une voiture électrique faire des mesures. Je n'ai pas fait ça, j'avoue que... J'en connais qui l'ont fait. Par contre, j'ai eu un témoignage de quelqu'un... Elles sont graves. J'ai le témoignage de quelqu'un que je voudrais partager qui ne se pensait pas électro-hypersensible, qui roulait en Tesla et qui, dans sa Tesla, n'avait aucune perception de quoi que ce soit, alors que c'est une voiture électrique ultra connectée avec vraiment beaucoup d'ondes à l'intérieur qui se mesurent. Et en fait, la personne s'est mise à vomir d'une façon compulsive et non contrôlée sur l'autoroute à la recharge ultra rapide. Et donc la personne est sortie de son véhicule pour vomir sans tout déposer sur la banquette. Et une fois remise, elle est rentrée à nouveau dans sa voiture qui n'avait pas fini sa charge et elle s'est remise à avoir les mêmes spasmes et convulsions amenant des vomissements. Et elle est ressortie et ça s'est calmé. Donc on a là, parce qu'il doit y avoir un champ électrique énorme à la recharge de la batterie, surtout en recharge accélérée. Et on a là un témoignage, ça n'a pas de valeur scientifique, mais c'est déjà un élément à analyser qui nous montre que c'est pas sans impact pour la biologie des humains qui sont dedans. Guillaume, tu parlais que des chiffres ont été entendus. Explosif. Je n'irai pas plus loin là-dessus, ce n'est pas mon métier. Par contre, si des ingénieurs veulent faire des tests, des mesures, les filmer et les publier, ça ferait avancer quand même le débat. Au-delà du non-sens écologique, je pense qu'aussi on a un non-sens dans le sens où aujourd'hui on veut nous déresponsabiliser, nous enlever notre autonomie. Et la voiture électrique, c'est le pas pour la voiture autonome. Donc demain, est-ce qu'on accepte que ce soit le robot qui nous guide et non plus nous qui nous guidons vers notre destination? Est-ce qu'on veut que le robot guide toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos déplacements? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on veut vraiment aller vers le transhumanisme du début à la fin, de la maison connectée à la ville connectée, à la voiture connectée, etc., à l'humain connecté? Ou est-ce qu'on veut reprendre notre autonomie, notre indépendance, refaire groupe, refaire cohésion, refaire société ensemble, en tant qu'humain? Ça, c'est une question qui est essentielle. Et je voudrais rajouter un truc, parce que du coup, nos propos convergent et entrent en résonance sur ce côté collectif et humain, vivant. Oui. Au-delà du robot, au-delà de la machine qui décide pour nous de nous guider, de nous assister comme si on devenait des enfants finalement, il faut savoir que cette ultra connexion de la voiture, de la maison, de tout, en fait, amène les autorités administratives à jouir d'un outil de totalitarisme achevé, en ce sens où si vous décidez d'aller de Cahors à Cajar pour voir une conférence par exemple, et que c'est votre voiture intelligente, connectée, autonome qui vous conduit, elle peut décider de ne pas vous y emmener parce qu'une autorité administrative lui a dit non. Et en fait, au-delà de dire je suis libre d'une façon libertaire de faire mon plein d'essence et d'aller où je veux avec ma voiture qui est bête et méchante, mais parce qu'elle pollue, mais c'est moi qui décide. Il faut savoir qu'en allant dans ce monde-là, ce sera la machine en première instance qui décide, mais la machine, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de conscience. C'est celui qui code la machine qui décide véritablement, et donc il se donne le pouvoir de devenir un pouvoir totalitaire qui a la main mise sur toutes les étapes de notre quotidien, sur tout ce qui fait notre quotidien. Et c'est l'euro numérique qui est l'enjeu de la deuxième moitié de cette décennie. Là, de 2025 à 2030, on doit déployer l'euro numérique. L'euro numérique, c'est la Banque Centrale Européenne qui valide le transfert monétaire entre le payeur et le payé. Alors qu'avant, c'était des banques privées qui, une fois par jour, faisaient l'équilibre des comptes via la BCE. Mais si là, c'est la BCE, pour l'Europe en tout cas, qui valide les transferts monétaires, ça veut dire qu'elle peut décider que vous n'avez pas le droit d'acheter tel bien de consommation, que vous n'avez pas le droit d'acheter à plus d'1 kilomètre de chez vous. À cause de votre empreinte carbone.
Alors, ça peut être à cause de l'empreinte carbone, mais ça peut être tout à fait autre chose en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que on peut, si demain vous êtes quelqu'un de dérangeant, on peut décider que vous n'avez plus le droit de vous servir de l'argent que vous avez sur votre compte en banque, dès lors qu'il est numérisé. Et donc en fait, les gens ont parfois du mal à voir le côté science-fiction du robot qui décide pour l'humain, à penser que c'est du cinéma et que ce ne sera pas la réalité de demain. Par contre, ce qui est certain, c'est que le totalitarisme est rendu possible demain matin par la numérisation de tout ce qu'on utilise. C'est garder à l'esprit de qu'est-ce que c'est le progrès pour nous. C'est ça, c'est une belle question. C'est ça. Est-ce que le progrès, c'est confier sa vie à une machine ou est-ce que c'est reprendre sa vie en main? Est-ce que c'est apposer une espèce de facilité en tout ou remettre de l'action et du vivant et de l'humain et du lien dans ce que nous sommes? Bien, merci encore une fois à tous les deux, puisque Sébastien n'est plus là, et à très vite. Merci Daniel. Merci beaucoup pour cet échange. Au revoir. Au revoir.